Bienvenue à cette présentation vidéo sur la compréhension de votre paysage juridique. Je m'appelle José. Cette vidéo a été préparée par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, je voudrais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les personnes qui administrent les organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas grave. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées qui suivent sont présentés du point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs comprennent les concepts et les principes de gouvernance nécessaires pour réussir leur travail. Nous avons d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. La description de cette vidéo contient un lien qui mène à la boîte. Vous y trouverez des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre vos problèmes de gouvernance. La boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Finalement, avant de commencer, j'aimerais mentionner que l'objectif de cette vidéo n'est pas de fournir des conseils juridiques ou d'autres services professionnels. Les renseignements qui s'y trouvent et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels de quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de gouvernance et des opérations de leur organisme. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de faire ce qui suit. Définir les règles externes et internes qui s'appliquent aux organismes sans but lucratif, expliquer les principaux documents juridiques qui sont importants pour les organismes sans but lucratif, indiquer qui est responsable de la création, de l'approbation et de la modification de ces documents juridiques et d'expliquer la relation entre ces personnes, expliquer la constitution en société et les différents types d'organismes sans but lucratif, expliquer pourquoi il est important de connaître son statut d'incorporation et qu'elles soient certaines des lois que les organismes sans but lucratif doivent connaître. Expliquer l'inscription à l'Agence du revenu du Canada, ARC, et en quoi elle diffère de l'incorporation ou constitution en société. Alors, allons-y. La première chose dont je veux parler est le contexte réglementaire global que doivent connaître les organismes sans but lucratif et le cadre dans lequel ils doivent fonctionner. Parlons d'abord des règles externes. Ces règles comprennent les lois que les organismes sans but lucratif doivent respecter. Comme tout le monde, les organismes sans but lucratif sont soumis à des lois. Cependant, les organismes sans but lucratif doivent également suivre des règles internes. Ces règles comprennent les fins, statuts, politiques, procédures et coutumes de l'organisme. Ces règles sont celles qui sont établies par l'organisme lui-même. Par conséquent, les organismes sans but lucratif doivent non seulement suivre des règles externes, mais également leurs propres règles. Je parlerai des règles internes plus en détail plus tard dans la vidéo. Voici comment ça fonctionne. En vertu de la loi sur les sociétés de l'Alberta, Alberta Societies Act, les organismes sans but lucratif constitués en société doivent se soumettre à une législation, des règlements, des fins, des statuts, des politiques et des procédures. Vous pouvez voir ces documents dans ce graphique que nous appelons l'échelle de l'autorité. Du côté gauche de l'échelle se trouvent les règles externes, qui incluent les lois et les règlements. Du côté droit de l'échelle, nous avons les règles internes, qui comprennent les fins, les statuts, les politiques et les procédures. Dans l'ensemble, l'échelle de l'autorité montre trois choses. Elle illustre tous les documents qui forment le cadre juridique des organismes sans but lucratif constitués en société en vertu de la loi sur les sociétés de l'Alberta.
Ces documents sont énumérés au-dessus de chaque échelon de l'échelle. Sous les noms des documents, on trouve aussi le groupe qui a autorité sur chaque document. L'échelle fournit également de l'information sur la relation entre chaque échelon de l'échelle. Aucun échelon ne peut contredire les règles énoncées dans le document nommé sur l'échelon supérieur. Voici quelques exemples. Nous retrouvons les règlements sur l'échelle de l'autorité. Sous cet échelon, nous avons les fonctionnaires, ce qui signifie que les règlements sont créés par des fonctionnaires. Au-dessus des règlements sur l'échelle, nous retrouvons la législation, et cela signifie qu'un règlement ne peut pas contredire l'information contenue dans la législation. Plus vous vous familiariserez avec ces documents juridiques, plus vous comprendrez les règles de votre organisme et la façon dont votre organisme devrait fonctionner. Commençons donc par expliquer la législation. Pour en savoir plus sur la législation, la première chose à comprendre est la constitution en société. La constitution en société est le processus juridique par lequel un organisme devient officiellement une personne morale ou, en d'autres termes, une entité juridique. Cela signifie que lorsqu'un organisme est constitué en société, il reçoit un statut juridique similaire au statut d'une personne physique. La loi sur les sociétés est un exemple de législation. Elle définit certaines obligations et règles que les organismes doivent respecter. Par exemple, l'article 6 de la loi exige que les organismes constitués en société, en vertu de la loi sur les sociétés de l'Alberta, soumettent un nom avec leur demande de constitution. Il s'agit d'une règle externe que vous devez suivre. Voici un exemple de certificat de constitution en société en vertu de la loi sur les sociétés de l'Alberta. En bas à droite, vous pouvez voir le sceau de la société, mais aussi le numéro de société attribué à l'organisme et la date à laquelle celui-ci a été constitué en société. Le sceau sera différent selon la loi en vertu de laquelle votre organisme est constitué en société. Mais voici à quoi il ressemble si votre organisme est constitué en vertu de la loi sur les sociétés de l'Alberta. Examinons maintenant les différences entre les trois types d'organismes sans but lucratif, c'est-à-dire une association sans personnalité morale, une société sans but lucratif et une fiducie. Une association sans personnalité morale est un groupe de personnes qui s'associent dans un but commun. L'association n'a pas d'identité juridique distincte de celle des personnes qui composent l'association. Il n'y a pas de législation précise qui régisse les associations sans personnalité morale ou qui protège les personnes qui y participent. Par conséquent, les personnes participant à des associations sans personnalité morale sont assujetties aux lois fédérales et provinciales ainsi qu'aux décisions juridiques récentes et pertinentes des tribunaux. Certaines de ces lois comprennent le droit des contrats, les normes d'emploi, les lois fiscales et la législation sur les droits de la personne. Une société sans but lucratif est un organisme constitué en société en vertu d'une loi et par conséquent, elle est une entité juridique distincte. Une société sans but lucratif est créée lorsque les fondateurs d'un organisme franchissent les étapes nécessaires du processus de constitution en société. Une fois la constitution en société terminée, l'organisme sans but lucratif acquiert sa propre identité juridique et peut être décrit comme une personne juridique distincte. L'organisme constitué en société est appelé une société sans but lucratif. Il est indépendant des membres de son conseil d'administration et est responsable de ses propres dettes et obligations. Dans une société sans but lucratif, la responsabilité des membres du conseil d'administration est limitée, car la société existe en tant qu'entité juridique distincte. Maintenant, le terme société peut prêter à confusion, car il est généralement utilisé pour nommer des entreprises privées dont l'objectif principal est de générer des profits. Cependant, dans le cas présent, il fait référence au processus de constitution en société qui transforme un organisme en une entité juridique distincte. Pourquoi devenir une personne morale? Eh bien, lorsqu'un organisme s'incorpore et devient une entité juridique, ses administrateurs sont protégés contre les poursuites. Vous pourriez penser que votre organisme n'a pas besoin de ce statut légal officiel.
Prenons par exemple les clubs d'amateurs de café et les clubs de marche. Ce sont des associations sans personnalité morale. Les membres se réunissent régulièrement, dégustent du café, marchent ensemble régulièrement et ne voient aucune raison de se constituer en société parce que cela constitue leurs activités principales et qu'ils n'ont pas besoin de ce niveau de protection. Raison de se constituer en société. Mais gardez à l'esprit que l'un des principaux avantages de la constitution en société sans but lucratif est qu'elle limite votre responsabilité en tant qu'administrateur. Il s'agit d'une considération importante pour les membres d'un conseil. Par exemple, si quelque chose de fâcheux se passe au cours d'une réunion de votre club d'amateurs de café sans personnalité morale et que vous n'êtes pas constitué en société, en tant que décideur ou administrateur, les membres du conseil seront tenus personnellement responsables de l'incident. Cependant, s'il est constitué en société, c'est l'organisme, en tant qu'entité juridique distincte, qui sera responsable. Les membres individuels du conseil d'administration sont en majeure partie protégés. Je dis bien en majeure partie, car vous pouvez toujours être tenu responsable. La Constitution en société ne protège pas contre la négligence, mais elle fournit une protection de premier niveau qu'un organisme ou un groupe pourrait souhaiter avoir. Il existe d'autres raisons de se constituer en société. Par exemple, les bailleurs de fonds peuvent l'exiger. Ainsi, pour recevoir du financement, vous pourriez devoir être constitué en société sans but lucratif. Ce statut peut également donner une certaine légitimité à votre organisme dans la communauté et la région. En reconnaissant votre organisme comme une entité légitime dans la communauté, les gens peuvent vouloir en faire partie ou le soutenir financièrement ou autrement. Pour des raisons similaires, grâce à cette légitimité, l'adhésion à votre organisme pourrait être plus attrayante. Voici donc quelques-unes des raisons pour lesquelles la constitution en société peut être bénéfique pour votre organisme. Les fiducies. La fiducie est le dernier type d'organisme sans but lucratif que nous examinerons. Une fiducie est un type de relation juridique créée lorsqu'une ou plusieurs personnes, appelées fiduciaires, détiennent le titre légal d'un bien, mais qu'une ou plusieurs autres personnes ont le droit de jouir ou de bénéficier de ce bien. Les pouvoirs et obligations des fiduciaires sont énoncés dans l'acte de fiducie et dans la législation provinciale sur les fiduciaires. Les fiduciaires doivent être au courant du contenu de l'acte de fiducie et de la loi provinciale sur les fiduciaires, Provincial Trustee Act, car ils pourraient être tenus personnellement responsables des décisions qu'ils prennent et de leur comportement en tant que fiduciaires. Nous n'entrerons pas dans les détails de ce qu'est une fiducie. Il suffit de comprendre que certains organismes possèdent des biens ou des espaces physiques qu'ils gèrent au profit d'autres parties. Il y a un groupe à Edmonton qui s'appelle The Trust for Ending Homelessness in Edmonton. Il possède des propriétés où sont logées des personnes dans le besoin. Cette fiducie gère un bâtiment au profit de ses locataires. Voilà donc 3 types d'organismes sans but lucratif qu'il vaut la peine de connaître. Alors, quelle est votre personnalité juridique? Je pense que la plupart d'entre vous répondront une société sans but lucratif en vertu de la loi sur les sociétés de l'Alberta. Mais sachez qu'il existe d'autres lois en vertu desquelles un organisme peut être constitué en société. Examinons-les. La loi sur les sociétés régit les sociétés sans but lucratif constituées en Alberta. 5 personnes ou plus peuvent former une société à des fins d'activités bénévoles, philanthropiques, caritatives, de prévoyance, scientifiques, artistiques, littéraires, sociales, éducatives, agricoles, sportives ou d'autres fins utiles. Comme nous l'avons vu précédemment, la création d'une identité distincte de ses membres et la limitation de la responsabilité des administrateurs comptent parmi les principaux avantages de la constitution en société d'un organisme. De plus, l'organisme acquiert ainsi un statut plus permanent et plus crédible et peut poursuivre son travail même si les membres changent. La loi sur les sociétés de l'Alberta offre également l'une des façons les plus simples et les moins coûteuses pour les organismes sans but lucratif de se constituer en société. Une autre option pour la constitution en société
les compagnies sans but lucratif peuvent se constituer en société en vertu de la loi sur les compagnies de l'Alberta, Alberta Companies Act, partie 9. Dans ce cas, elles se nomment des compagnies sans but lucratif. Les compagnies sans but lucratif sont généralement créées pour promouvoir l'art, la science, la religion, la charité ou à d'autres fins similaires. Elles peuvent également être formées uniquement dans le but de faciliter les loisirs de leurs membres. Les compagnies sans but lucratif deviennent aussi des entités juridiques distinctes de leurs membres et offrent une certaine protection juridique et une limitation de la responsabilité légale à leurs administrateurs. Cependant, le plus grand avantage de la constitution en compagnie sans but lucratif est que l'organisme peut mener des activités commerciales ou professionnelles pour réaliser des bénéfices et utiliser ces bénéfices pour promouvoir la raison d'être de l'organisme. Il faut noter que bien que ces organismes sans but lucratif exploitent une compagnie dans un but lucratif, les bénéfices ne peuvent être utilisés que pour promouvoir la raison d'être et les objectifs de l'organisme. En d'autres termes, les bénéfices ne seront pas versés aux membres. Les organismes sans but lucratif partout au Canada, y compris en Alberta, peuvent opter pour l'incorporation de régime fédéral en vertu de la loi canadienne sur les organismes à but non lucratif, LCO-BNL. L'incorporation de régime fédéral signifie que l'organisme peut exercer ses activités partout au Canada en utilisant sa dénomination sociale. La majorité des règles de la LCO-BNL sont entrées en vigueur en octobre 2011. Elles sont plus modernes et plus souples et conçues spécifiquement pour les organismes sans but lucratif. En plus des avantages habituels de la constitution en société mentionnés plus tôt dans ce module, la constitution en société en vertu de la LCO-BNL peut protéger l'appellation sociale de l'organisme. L'organisme dispose également d'un certain niveau de souplesse en ce qui concerne l'emplacement du siège social, des archives de l'organisme et des assemblées annuelles. Les sociétés de régime fédéral sans but lucratif sont également reconnues dans le monde entier comme des sociétés canadiennes. Il existe plusieurs autres options de constitution en société pour les organismes sans but lucratif de l'Alberta. Parmi elles, citons la loi sur les sociétés agricoles de l'Alberta, Alberta Agricultural Societies Act, la loi sur les bibliothèques de l'Alberta, Alberta Libraries Act, la loi sur les biens-fonds des communautés religieuses, Religious Societies Lands Act, ainsi que d'autres lois spéciales de la province. Pour choisir la meilleure option de constitution en société, il est important de tenir compte des activités de l'organisme, des clients qu'il sert et de leurs besoins. Si l'organisme n'est pas un groupe constitué en société et que les administrateurs participent à la création d'un nouvel organisme sans but lucratif, il est préférable de consulter un avocat ou un conseiller professionnel pour déterminer quelle option de constitution en société répond le mieux aux besoins du groupe et de leur communauté. Que dit votre certificat de naissance? Pourquoi est-il important de savoir si votre organisme est constitué en société? Premièrement, la loi énonce les pouvoirs du conseil d'administration et un certain nombre de règles que l'organisme doit suivre pour fonctionner et rester en règle en tant que société. Deuxièmement, les obligations et les responsabilités des membres du conseil varient selon la loi utilisée. Par conséquent, les administrateurs doivent lire attentivement la loi qui régit leur organisme pour connaître ses obligations. Lorsqu'un organisme sans but lucratif se constitue en société, il reçoit un certificat de constitution en société, qui peut être considéré comme son certificat de naissance. Donc, si vous ne savez pas ce qui est écrit sur votre certificat de naissance, essayez de savoir à quelle loi vous êtes assujetti. Vous devez connaître cette loi car il s'agit du premier ensemble de paramètres ou de règles que vous devez suivre. Plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler des fins, statuts, politiques et procédures que vous créez vous-même et que vous devez respecter. Toutefois, nous accordons parfois moins d'attention à la loi qui nous régit. La législation est un ensemble de règles qu'il faut respecter. Et les lois sont tout aussi importantes que les statuts, les politiques et les procédures que nous aborderons plus loin dans cette vidéo. Nous avons parlé de la législation sur la constitution en société, mais quelle autre législation devons-nous connaître?
L'une des lois que vous devez absolument connaître est la loi de l'impôt sur le revenu, une loi fédérale. Vous direz peut-être, eh bien, je pensais que nous étions exonérés d'impôts sur le revenu en tant qu'organisme sans but lucratif. C'est vrai, les organismes sans but lucratif sont généralement exonérés d'impôts, mais ils peuvent être amenés à remplir certains formulaires de l'Agence du revenu du Canada en fonction de circonstances particulières. L'autre loi est la loi sur le financement des organismes de bienfaisance, Charitable Fundraising Act, une loi provinciale de l'Alberta. Il est important de savoir que vous devez vous inscrire en tant qu'organisme de bienfaisance en Alberta si vous avez l'intention de recueillir plus de 25 000 en contributions et en dons bruts auprès de la population albertaine au cours d'un exercice. Vous devez également vous inscrire en tant qu'organisme de bienfaisance si vous utilisez les services d'une entreprise de collecte de fonds ou si vous parvenez à recueillir 25 000 même si cela n'était pas votre objectif. Si cela se produit, vous pouvez toujours inscrire votre organisme après coup. Pour en savoir davantage, accédez à votre boîte à outils et passez en revue les renseignements fournis sur la loi sur le financement des organismes de bienfaisance de l'Alberta. Voici quelques exemples de lois que vous devez connaître, mais sachez qu'il peut en exister d'autres qui orientent le travail de votre organisme selon ses activités ou ses actifs éventuels. Voilà une autre information importante que vous devriez connaître. Nous avons beaucoup parlé de constitution en société, mais il faut également mentionner l'enregistrement auprès de l'Agence du revenu du Canada, ARC, en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré. Les différences entre ces statuts sont assez importantes. La Constitution en société vous offre le choix de la législation sur l'incorporation qui convient le mieux à votre organisme et vous oblige à respecter les règles énoncées dans la législation. Mais l'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance ne vous donne pas le statut de société. Lorsque votre organisme est constitué en société en vertu de la loi sur les sociétés, il est autorisé à poursuivre de nombreuses fins différentes. Il peut mener des activités bénévoles, philanthropiques, caritatives, de prévoyance, scientifiques, artistiques, littéraires, sociales, éducatives, agricoles, sportives ou à d'autres fins utiles, mais il ne peut pas mener des activités à des fins professionnelles ou commerciales. Ainsi, la Constitution en société en vertu de la loi sur les sociétés vous offre plusieurs options. Lorsque vous présentez une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance à l'ARC, vous avez moins d'options. Les fins autorisées sont la lutte contre la pauvreté, l'avancement de l'éducation, l'avancement de la religion et d'autres fins qui ne relèvent pas des trois premières, mais que les tribunaux ont jugées bénéfiques pour la communauté. Cela ouvre quelques autres possibilités, mais elles dépendent des décisions des tribunaux sur ce qui constitue une fin caritative bonne et méritoire. C'est donc différent. Il y a la constitution en société en tant que société et une demande distincte d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance auprès de l'ARC. Un organisme de bienfaisance n'est pas la même chose qu'un organisme constitué en société et, de fait, vous pouvez demander le statut d'organisme de bienfaisance enregistré à l'ARC même si vous n'êtes pas constitué en société. Veuillez noter que dans cette diapositive, nous parlons de l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance auprès de l'ARC, ce qui relève d'une loi fédérale. Cela est différent de la loi sur le financement des organismes de bienfaisance de l'Alberta dont nous avons parlé plus tôt. Les noms sont similaires, mais différents. Alors, jusqu'à présent, nous avons parlé de législation. Maintenant, laissons de côté la législation et continuons notre descente de l'échelle pour examiner l'échelon suivant, la réglementation. Quelqu'un vous a peut-être déjà dit que nous devons suivre tel ou tel règlement. Les règlements sont les règles qui traitent des détails et des applications pratiques des lois. Les règlements fournissent généralement de l'information sur la manière d'interpréter et d'utiliser la législation à laquelle ils se rapportent. Ils aident à clarifier ce que dit la législation et la façon d'utiliser celle-ci dans la pratique. En d'autres termes, un règlement est un moyen de clarifier la législation. Tout comme la législation, les règlements ont force de loi.
Nous n'entrerons pas dans les détails de la réglementation, mais sachez qu'en fonction du rôle de votre organisme sans but lucratif et des lois qui s'appliquent à lui, vous devez également respecter divers règlements. Jusqu'à présent, nous avons parlé des règles externes de l'organisme. Parlons maintenant des règles internes. Ce sont les règles que votre organisme établit lui-même et elles comprennent les fins, les statuts, les politiques et les procédures. Alors, qu'est-ce qu'une règle interne? En plus de suivre les règles fédérales et provinciales, votre organisme doit suivre ses propres règles, c'est-à-dire ses règles internes. Celles-ci comprennent les statuts, les politiques et les procédures, ainsi que les motions adoptées par le Conseil. Vous en serez peut-être surpris, mais les motions sont bel et bien des documents juridiques, car il s'agit de décisions du Conseil qui doivent être suivies. Sachez que si vous ne respectez pas vos propres règles, il pourrait s'en suivre des poursuites pour dommages et même des poursuites personnelles contre les administrateurs. Si vous ne suivez pas vos règles internes, c'est comme si vous n'en étiez pas au courant ou comme si vous n'agissiez pas dans l'intérêt de votre organisme. Ainsi, familiarisez-vous avec vos règles internes et assurez-vous que les autres membres du Conseil le font également. Vous devez communiquer ces règles aux membres ainsi qu'à votre personnel et à vos bénévoles. Une bonne communication est très utile pour faire connaître ces documents. Elle diminue la probabilité de poursuites réussies contre l'organisme. Commençons donc par les fins ou objets. Les fins sont de courts énoncés qui décrivent la raison d'être ou mission première de l'organisme. Lorsque vous établissez les fins de votre organisme, vous devez tenter de trouver un équilibre. Cela signifie que les fins doivent être brèves et d'une vaste portée, tout en étant suffisamment spécifiques pour éviter toute ambiguïté ou incertitude. Elles ne doivent créer aucune confusion au sein de l'organisme. Par exemple, l'énoncé d'une fin pourrait porter sur la zone géographique dans laquelle votre organisme va travailler. Si l'organisme se trouve dans une ville précise, une limite géographique claire pourrait être ajoutée aux fins de l'organisme. Et les statuts. Les statuts sont les règles et réglementations qui gouvernent votre organisme. Ils régissent l'adhésion des membres, la gestion de l'organisme et son processus décisionnel. Cette diapositive montre quelques exemples de statuts. Par exemple, une partie importante des statuts décrit la composition de vos membres. Vous voudrez peut-être aussi inclure quelque chose sur vos réunions. Comment votre organisme convoquera les réunions, combien de personnes doivent être présentes aux réunions ou pour former quorum, et le droit de vote des membres. Une bonne façon d'envisager les statuts est de les assimiler à une maison. Les statuts seraient la charpente de votre maison. La charpente en bois d'une maison constitue ses statuts. Ainsi, de la même manière que la charpente d'une maison donne la forme générale et la structure de la maison, les statuts sont le cadre qui définit la façon dont l'organisme va fonctionner et dont il est structuré. Vaut mieux qu'il ne soit pas trop spécifique ou détaillé. Dans votre boîte à outils, il y a une feuille de travail qui fournit des suggestions d'éléments à inclure dans vos statuts. Maintenant, que sont les politiques? Les politiques encadrent les opérations et sont assujetties aux fins et aux statuts de l'organisme. Dans la diapositive précédente, j'ai comparé les statuts à la charpente en bois d'une maison. Eh bien, tout ce que vous faites à l'intérieur de la maison, comme les décorations, l'aménagement des pièces, les murs, la peinture et autres, représente les politiques et les procédures. Les politiques incluent la mission, la vision, les buts et les objectifs de l'organisme. Elles fournissent souvent des paramètres ou des conditions qui orientent les actions du Conseil. Les politiques du Conseil peuvent traiter des limites de mandat et peuvent fournir des renseignements sur le travail des comités, du personnel et des bénévoles. Les politiques peuvent également décrire en détail les rôles et responsabilités des administrateurs, des postes au sein des comités, des postes du personnel et des postes de bénévoles. Les procédures sont essentiellement des instructions sur la façon d'appliquer une politique. N'importe qui dans l'organisme peut rédiger des procédures, mais j'estime qu'il est utile que les personnes participant à la mise en œuvre de la politique rédigent ces procédures
ou du moins participent à leur rédaction. Alors, qui fait quoi? Différentes personnes participent à la création de ces documents internes. Et encore une fois, je me suis inspirée de la loi sur les sociétés dans ce graphique. En général, les membres initiaux d'un conseil créent les fins et les statuts. Ils doivent les créer car ce sont des documents requis aux fins du processus de constitution en société. Une fois la constitution terminée, les membres de l'organisme jouent un rôle dans le processus. Ils approuvent toute modification des fins et des statuts. N'oubliez pas que lorsque les membres approuvent des modifications aux fins et aux statuts, le Conseil doit les soumettre au registre des sociétés. Les modifications ne seront finales qu'une fois que vous recevrez les documents approuvés du registre des sociétés. Par ailleurs, les membres de l'organisme élisent les membres du Conseil et leur donnent le pouvoir d'approuver les politiques. Il existe différentes lois en Alberta, mais en vertu de la loi sur les sociétés, vos documents constitutifs sont la combinaison de vos fins et de vos statuts. Ce sont des documents distincts, mais quand vous parlez d'actes constitutifs, vous faites référence à ces deux documents. En examinant le graphique de l'échelle de l'autorité, vous voyez clairement les règles externes et les règles internes que les membres d'un conseil doivent connaître, quels sont ces documents et qui a l'autorité de les créer. Gardez à l'esprit que ces documents sur l'échelle sont tous interdépendants, qu'un document sur un échelon inférieur ne peut contredire aucun document sur un échelon supérieur. Ainsi, par exemple, vous ne pouvez rien inclure dans vos politiques qui contredisent vos statuts, fins, règlements ou législations. En outre, les documents dans la partie supérieure indiquent ce qui peut être requis dans les documents de la partie inférieure. Ainsi, dans l'exemple touchant les politiques, vous pouvez définir dans les statuts les renseignements supplémentaires qui doivent être clarifiés dans vos politiques. Plus vous vous familiariserez avec ces documents juridiques, plus vous comprendrez les règles de votre organisme et la façon dont votre organisme devrait fonctionner. Voilà qui nous amène à la fin de notre vidéo sur la compréhension de votre paysage juridique. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, le centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'unité de développement communautaire, je vous remercie de votre attention. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que c'est grâce à tout ce que vous faites que nos communautés sont plus florissantes. Merci et au plaisir de vous revoir.